Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Il y a un art de marcher, un art de respirer, il y a aussi un art de se taire, nous dit Paul Valéry. Il aurait pu ajouter, il y a aussi un art d'aller vers les autres. Comment aller vers les autres nous aide à améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Aller vers les autres, s'il y a bien une personne qui incarne cet état d'esprit à l'écran comme dans la vie, c'est bien vous, Nelson Montfort. Nelson, bonjour. Vous êtes chroniqueur, mélomane, amateur d'humour, jongleur de mots, auteur de plusieurs livres, dont plus récemment Mémoire olympique. Vous êtes l'un des journalistes les plus appréciés du public depuis les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, le journaliste sportif le plus célèbre de France que vous êtes et le témoin privilégié de toutes les grandes compétitions internationales, ce qui vous caractérise, interviewer les sportifs juste après leur match ou compétition pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cours de tennis, patinoire, bassin olympique, piste d'athlétisme n'ont aucun secret pour l'intervieweur polyglotte et passeur d'émotions que vous êtes. À votre micro, ces lieux magiques furent souvent le théâtre de mémorables confessions de la part des champions, tant dans la joie que dans la déception. Aller vers les autres, donc. Certains trouvent que parler aux autres est inconfortable, difficile ou intimidant. Il y a pourtant une manière d'accueillir, de souhaiter la bienvenue. Il est possible de dépasser sa timidité. Et il y a une manière de mettre à l'aise. Nelson, vous venez nous parler de cet art qui consiste à aller vers les autres, mais aussi de ce qui vous anime et ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Vous avez déjà effleuré un certain nombre de ces passions. Comment est-ce que j'occupe mon temps en étant évidemment proche des miens, en écoutant de la musique qui accompagne ma vie. D'ailleurs, vous entendrez peut-être un fond musical derrière moi. J'écoute de la musique vraiment toute la journée. Et puis effectivement, en me livrant, outre évidemment ma profession, en me livrant à mes passions qui sont le sport et le contact avec autrui, ça c'est tout à fait exact. D'ailleurs, dans ma profession, mais sans doute y viendrons-nous, c'est ce que je ne cesse de faire. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Merci beaucoup, Nelson. Alors, de vos débuts à la presse écrite jusqu'à la télévision, votre parcours est fait de rencontres. Carl Lewis, Tiger Woods, Rafael Nadal, Teddy Riner, Usain Bolt. Il y a peu de sportifs qui n'aient succombé à votre micro. Et puis, il y a aussi, bien sûr, votre duo iconique avec Philippe Candeloro pour commenter le patinage artistique. Toujours, vous êtes allé vers les autres. Qu'est-ce que vous répondriez à un enfant de 6 ans qui vous demanderait « Mais Nelson, pourquoi il y a des gens qui ont peur d'aller vers les autres ? Et pourquoi toi, tu n'as jamais peur ?» Il y a deux manières de répondre à cette question. Il y a la manière un peu diplomatique et puis il y a la manière sincère. Évidemment, c'est la deuxième avec laquelle je vais vous répondre. J'ai parfois peur d'aller vers les autres. Vous savez, ce n'est pas, là, vous venez de citer un certain nombre de champions, et là, de champions vraiment internationaux, au palmarès magnifique. On ne va pas vers eux comme ça, les mains dans les poches, en disant « coucou chez moi ». Pas du tout. On y va, en tout cas en ce qui me concerne, avec une préparation, avec si c'est une question évidemment une question qui si possible ne tombe pas à plat, mais c'est vrai, j'essaie aussi d'y aller avec cette petite touche qui je pense fait ma personnalité, qui est une touche de naturel et j'espère de bienveillance sympathique. Vous parliez tout à l'heure, Marc, il y a quelques minutes, du fait des joies mais également des déceptions. Je dirais que l'essentiel de ma profession consiste à me réjouir des victoires et à compatir aux défaites, sachant qu'évidemment, le premier aspect est beaucoup plus facile. C'est assez facile de se réjouir d'une médaille d'or, etc. C'est l'effervescence générale. De compatir à la défaite, c'est plus délicat. Il faut trouver les mots. Et non seulement il faut trouver les mots, mais il faut trouver les gestes, il faut trouver la sincérité. Donc voilà, je dirais que c'est un petit peu un cocktail de tout ça qui fait ce qu'est ma profession et qui fait ce qu'est ma vie aussi, parce qu'au fond, dans ma profession, je retrouve beaucoup de ce qui fait ma vie. Le contact avec autrui, c'est cela. C'est-à-dire, c'est des moments heureux et puis c'est des moments malheureux. C'est la même chose dans la vie, quoi. Je veux dire, on n'est pas là que pour partager des bons moments, on est aussi là pour
pour parfois, enfin le moins souvent possible, mais pour parfois consoler, voilà le mot que je cherchais, mais consoler de manière qui ne tombe pas à plat. C'est très important. Alors, vous pensez bien que déjà dans la vie, ce n'est pas toujours facile, mais quand vous avez un micro qui s'adresse en plus à plusieurs millions de personnes, parce que c'est ça, hein, c'est de ça qu'il s'agit, vous savez, le sport et la télévision, parfois c'est plusieurs millions de personnes. Bien sûr. Donc, il faut encore moins que ça tombe à plat. Rien ne serait pire. Il y a deux choses que je ne supporte pas. C'est l'enthousiasme fin. Vous savez, l'enthousiasme qui consiste à s'exciter pour, je sais pas, pour une épreuve qui ne le mérite pas. Ça, je ne supporte pas. Et le corollaire de ça, c'est que je supporte difficilement la fausse compassion. Parce que la fausse compassion, ça veut dire se mettre soi-même en avant au détriment de l'autre. Et moi, c'est exactement le contraire que j'essaie de faire. L'art de consoler, c'est tout un art. La sincérité aussi. Il y a Oui. un intervieweur américain qui s'appelle Larry King, que vous connaissez certainement, Oui, forcément. l'homme aux bretelles. L'homme aux bretelles, absolument. Il dit « Sometimes the simplest question is the best ». Parfois, la meilleure question, Oui. la meilleure question est la plus simple. La question la plus simple est la meilleure. Aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, vous interviewez Carl Lewis, qui a été double médaillé d'or en saut en longueur d'une part et pour le relais 4 x 100 mètres d'autre part. Des années plus tard, il se souvient encore de votre échange, de la connexion qu'il y a eu entre vous. Quelle question simple est-ce que vous lui avez posée? Je m'en souviens très bien parce que c'était mes premiers JO. Là, vraiment, je débarquais. Je voyais que dans son regard, il y avait quelque chose qui dépassait la simple performance sportive. Et je me souviens plus exactement quelle était la question, mais en tout cas, je me souviens parfaitement de sa réponse. Il y a 30 ans, hein, quand même. Hein, il y a 30 ans. Hein. Je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel et qui veille sur moi ce soir. Et c'est drôle parce que quand il a dit ça, en toute modestie, je pensais la même chose pour moi. C'était mes premiers JO. Je me souviens, c'était une nuit étoilée extraordinaire à Barcelone. Et donc, il y a cette forme d'âme protectrice qui veillait sur lui. Et je me disais, pour moi, c'est à peu près pareil. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette interview, qui était parmi mes toutes premières, hein, mes toutes premières, hein, m'a beaucoup marqué. Je m'en souviens pratiquement au mot près 30 ans après. Merci beaucoup, Nelson. Alors, aller vers les autres. On le disait tout à l'heure, certains trouvent que parler aux autres est inconfortable, que c'est difficile ou intimidant. Pourtant, il y a une manière d'accueillir, de souhaiter la bienvenue. Il est possible de mettre l'autre à l'aise. On communique par les 5 sens. Et les mots, c'est seulement 7% de notre communication. Il y a 38% qui passent par le ton et plus de 50% par les expressions de visage, les gestes, la posture. On appelle le langage non verbal. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ajoute même que je sais quand ça va bien se passer ou quand ça va un peu moins bien se passer. Effectivement, ce regard, cette manière d'accueillir, cette connexion, c'est le mot que vous employez à l'instant, qui fait tilt ou pas. Je sais par avance, enfin, dès que je vois la personne, je sais que ça va bien se passer. Et je mets totalement de côté la réputation. On me dit, par exemple, là, vous avez cité le joueur de golf Woods, Tiger Woods, qui paraît-il est très dur, etc. Et ben, moi, je savais que ça allait bien se passer. Je savais que ça allait bien se passer parce que il faut que je sorte une note d'humour, etc. Et il me dit, parce que bon, ça avait été un peu préparé à l'avance, il me dit, oh, I've heard a lot about you. Lui me dit ça parce que bon, il voulait quelqu'un qui parle anglais, qui, si possible, qui connaisse un peu le golf et s'adresse à un grand média, France Télévisions, en la circonstance, ce qui était le cas. Et donc, je crois effectivement, et qui parle anglais, je crois que c'est le cas, qui connaissent le golf, je crois que c'est le cas, qui travaille sur un grand média, c'est également le cas. Donc, il me dit, I've heard a lot about you. J'ai dit, mais alors, donc j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je dis, là, il faut que je dise quelque chose, parce qu'il faut que j'ai. Et je réponds, et ça, c'est venu comme ça tout de suite. So have I. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et ça l'a fait beaucoup rire. Et à partir de là, l'interview n'a même pas encore commencé. Hein. Mais je savais que ça allait bien se passer. Se connecter à l'autre, c'est pas forcément parler de ce qui se passe sur le court, ce qui s'est passé sur le court, sur le green, voir du thème de l'interview. Exactement. Je crois que vous avez cité il y a quelques minutes Rafael Nadal, c'est l'autre exemple de celui avec lequel il est tout à fait possible de dépasser et même largement le cadre du tennis, tant sa sympathie est grande, tant sa personnalité est attachante.
Pour rester toujours sur les exemples du sport, dans votre livre Mémoire olympique, vous parlez des équipes qui vous ont inspiré, mais aussi de celles qui vous ont un peu moins inspiré. Donc, il y a eu celles qui vous ont inspiré, les Barjots, l'équipe de hand française qui n'a pas gagné, mais qui, par son exubérance, son originalité, son énergie, a fait quelque chose Oui, d'inspirant. d'autant que j'ai eu l'occasion de rencontrer un ou deux après. Je pense notamment à Olivier Giraud et effectivement, ça m'a totalement conforté dans cette opinion. Oui. C'est vrai qu'ils nous ont enchantés, mais il y a eu, et vous en parlez dans votre livre, et c'est intéressant parce que vous êtes franc là-dessus, mais je pense qu'on peut vous rejoindre. La Dream Team, les basketteurs américains, voilà, avec Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, ceux-là, vous les sentiez moins. Il y a un psychologue, en fait, des organisations américains qui s'appelle Adam Grant, et il divise le monde en trois catégories, les takers, les givers et les matchers. Il propose des stratégies afin de promouvoir une culture de générosité et d'entraide dans l'entreprise, afin d'empêcher les salariés opportunistes, qu'on appelle les takers, de prendre plus que leur part. Est-ce que ce modèle vous parle? Est-ce qu'on peut l'assimiler au sport? Est-ce qu'on trouve des takers et des givers dans le sport? Est-ce que aider les autres à réussir, est-ce que c'est aussi ça, aller vers les autres? Il y a surtout beaucoup plus de takers que de givers. Je souscris totalement à ce que vous venez de dire ou de ce que vient de dire cet expert éminent. Adam Grant, ouais. Oui, je ne vais pas faire une obsession sur cette fameuse Dream Team, mais disons que moi, cette Dream Team ne me faisait aucunement rêver. Je veux dire, c'était des sportifs hyper professionnels, des takers, alors vraiment au sens total de ce mot. Et moi, j'ai toujours pensé que des Jeux Olympiques, c'était des Jeux Olympiques qui étaient les mêmes pour tous les participants. Et à partir du moment où certains participants commencent à demander, bon, il n'y avait pas encore trop les selfies à l'époque, etc., mais commencent à considérer d'autres participants comme une sorte de héros inaccessibles, et inaccessibles ils étaient, puisqu'ils ne logeaient pas au village olympique, ils ne se mélangeaient aucunement à l'ensemble des autres athlètes des Jeux. Pour moi, quelle que soit leur performance, je ne vais pas discuter leur performance, mais humainement, je n'en ai absolument rien retiré. Et je vous dis la même chose encore aujourd'hui, 30 ans après. Ce qui d'ailleurs s'est poursuivi, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, toutes les équipes sont professionnelles. À l'époque, c'était surtout celle-là qui était. Mais voilà, l'hyper-professionnalisation du sport, surtout dans les Jeux Olympiques, me gêne énormément, effectivement. Mais ça, c'est prêché dans j'allais dire dans le désert. Pas tout à fait dans le désert, parce que je sais que deep down, comme disent les Américains, je ne suis pas le seul à le penser. Loin s'en faut, mais c'est ainsi. C'est ainsi. Mais je développe également dans ce livre des idées pour le futur des Jeux Olympiques qui ne sont pas en relation avec la bien-pensance. Mais enfin, c'est ainsi. Voilà, je suis peut-être je ne sais pas si je suis le dernier des Mohicans, je suis peut-être le premier d'ailleurs. Mais voilà, j'ai certaines idées quant au développement, quand est en train, ce que devient actuellement le sport mondial. Et il y a plusieurs choses qui ne me plaisent pas, voire qui ne me plaisent pas du tout. Et vous avez dit tout à l'heure, parfois j'ai peur. On disait qu'aller vers les autres, c'était dépasser sa timidité, etc. Vous disiez, moi-même, j'ai peur parfois. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est bloqué dans la vie et qui a peur d'aller vers les autres? Je lui dirais de commencer par le plus difficile. C'est-à-dire que, bon, vous savez, il y a certaines personnes qui vous allez aller vers elles, bon, il se passera un entretien, il se passera quelque chose, il se passera un contact ou pas, mais vous n'en retirez pas grand-chose. Si en revanche, vous arrivez à franchir la barre de la timidité et aller vers quelqu'un qui, justement, je vais vous donner un exemple assez précis en ce qui me concerne. C'est l'économiste Jacques Attali, que vous connaissez, que tout le monde connaît. Bon, moi, j'ai toujours une grande estime pour ce qu'il est, pour ce qu'il écrit. Enfin, j'ai une grande estime personnelle. Bon, on me dit, c'est pas quelqu'un de facile. Eh bien, il se trouve que le hasard des circonstances a fait que je l'ai rencontré et que ça a été le monsieur le plus adorable qui soit. Au bout de quelques minutes, l'entretien a été quasi terminé. Il me dit, ah non, mais on s'est tout de suite tutoyé. On va aller jouer au golf. Et à jouer au golf, ça veut dire passer 4 heures ensemble. Et il s'était lié, mais vraiment de façon extraordinaire. Il m'avait parlé de Mitterrand, dont il était le bras droit, comme vous le savez, etc. Donc voilà, je crois que c'est un assez bon exemple. Quelqu'un, j'y allais vraiment, mais vraiment avec des pincettes, etc. Et il s'est avéré être extraordinairement liant, etc. Donc, pour quelqu'un qui, je dirais un peu, je dis,
allez peut-être vers le plus difficile. Parce que si le plus difficile, souvent, très souvent, va vous paraître déjà pas si difficile que ça, et puis après, ça vous donnera une confiance énorme pour la suite. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être capable de dépasser ses présuppositions, ses Oui, parce préjugés, l'idée qu'on se qu'elle fait du dragon. très, très jolie expression. Très jolie expression. Je souscris totalement à ça. Je souscris totalement à ça. Et souvent, vous savez, c'est l'inverse. On dit, ah, celui-là, il est tellement difficile. Et ben, souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est l'inverse. Très souvent. Est-ce qu'il y aurait une recette pour aller vers les autres? Est-ce qu'on peut dire que se poser moins de questions, partager ses passions avec les autres, écouter activement les autres, développer une image mentale positive à chaque fois que je dois engager une conversation avec une nouvelle personne, s'attacher à mieux comprendre le langage du corps, la communication non verbale? Est-ce qu'on peut dire que si on met un peu tous ces éléments bout à bout, alors j'améliore ma capacité à aller vers les autres et donc mes relations personnelles et professionnelles? Est-ce que ça pourrait être une recette? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Comment dire, Il y a beaucoup de points. Je ne sais pas s'il faut dire membre, mais je suis ami d'une association qui s'appelle l'Art de la conversation. Et ces personnes-là répondent exactement à ce que vous venez de dire. Je suis également assez proche du Lions Club, du Rotary Club, toutes ces associations que vous connaissez bien sûr, qui eux aussi développent complètement ça, développent enfin voilà, le fait, surtout dans une société comme celle d'aujourd'hui, je dirais que c'est même devenu totalement indispensable. Quand vous cherchez d'aller vers les autres, c'est pas seulement sur le net ou par Zoom. Bon là aujourd'hui c'est par Zoom parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais sinon, moi, aller vers les autres, c'est aller physiquement vers les autres. Ouais. Et je dirais même que c'est de plus en plus important. D'ailleurs, je suis assez tactile. Ceux qui me connaissent savent, voilà. Kinesthésique. Voilà, oui, moi j'ai grandement besoin de ça. J'ai grandement besoin de ça et ça, tout ça me plaît énormément. Énormément. Une main sur une épaule, c'est rien, mais c'est beaucoup à la fois. Vous mettez la main sur l'épaule de quelqu'un, ça veut dire déjà que vous êtes heureux de le voir. Je sais pas, pour moi, ça compte beaucoup tout ça, beaucoup. Vous êtes mélomane. Quel musicien est-ce que vous rêveriez d'interviewer et qu'est-ce que vous lui demanderiez? Comment est-ce que vous iriez vers lui? Il y en a deux il y en a deux, enfin, il y en a beaucoup plus que deux en circonstances, mais deux comme ça qui me viendraient à l'esprit, ce serait Georg Friedrich Händel et Mozart. Händel parce que ce qui me frappe, c'est, outre un talent absolument gigantesque, une production absolument incroyable, c'est cette générosité. Il y a à Londres, dans la maison où il a vécu pendant 30 ans, un tableau qui représente l'apothéose de Handel. L'apothéose, donc il s'en va, il va au ciel. Et j'ai demandé donc au conservateur, je connaissais un peu la réponse, mais j'ai demandé quand même au conservateur du musée, je ne sais pas s'il faut dire musée, c'est sa maison. Vous avez l'impression d'ailleurs qu'il va ouvrir la porte et rentrer, tellement c'est encore dans son origine. Enfin. Et puis, il dit, parce qu'en fait, il donnait tout ce qu'il gagnait, il le donnait à un hôpital à un hospice plus exactement, pour enfants déshérités, pauvres. Puis vous savez, l'Angleterre au XVIIIe siècle, c'était très pauvre. Et donc voilà, tout ce qu'il gagnait, donc il avait bien mérité de monter au ciel, cette générosité extraordinaire. Handel, qui d'ailleurs, c'est assez intéressant, était justement considéré comme un personnage assez dur. C'était un saxon, vous savez, c'était, voilà. Et bien voilà, ce personnage dur était le personnage le plus généreux qui soit. Et puis Mozart, parce que sa vie est extraordinairement romanesque, parce que sa vie et sa musique ne font qu'un. Mozart qui a écrit ses pages les plus gaies alors qu'il était le plus triste dans la vie, et vice-versa pratiquement, et vice-versa. Ça me passionne infiniment. Et voilà, mais il y en a beaucoup d'autres, mais je peux pas, sinon nous ferions des heures dessus, mais voilà, je dirais ces deux-là. Et donc, à la question, comment iriez-vous vers eux, ce ne serait pas par Zoom, évidemment. Déjà, à l'époque, c'était plus compliqué. Le Zoom n'existait pas, etc. Et c'est drôle parce que, à cette époque, même sans remonter aussi loin, je pense que les gens étaient aussi heureux que nous le sommes aujourd'hui. Je pense même d'ailleurs que souvent, ils l'étaient peut-être même davantage. Mais ça rejoint ce que nous disions il y a quelques minutes, Marc, sur le fait d'être tactile, d'aller vers les gens, de faire des gestes, voilà,
ça veut dire qu'on aime les gens. Et ça, c'est pas possible de le faire par téléphone ou par Zoom. Ouais. Encore que nous, on est par Zoom et que je vous aime beaucoup. Mais donc voilà. Voilà, c'est sûr que ça crée forcément une première barrière, ça c'est certain. Nelson, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, s'il fallait citer 3 valeurs essentielles? Ce qui reste à la fin, ce sont les 4 très jolis mots de la langue française qui ont comme pour point commun de commencer par la lettre H, qui sont honneur, humour, humilité, humanité. J'aime beaucoup ces 4 mots, je trouve qu'ils font simplement ce qu'on appelle une personne et donc une vie. Alors, je ne sais pas si c'est possible de les avoir les 4 en même temps, mais de les avoir des 4 à un moment ou à un autre de la journée, ce sont des jolis mots de la langue française, oui, c'est sûr. Et voilà, ce sont des mots, moi je les ai notés sur un petit carnet, enfin une sorte de porte-document que j'ai sur moi toute la journée. Et ces 4 mots de la langue française, je pense, accompagnent la vie, voilà, tout simplement. Il y en a d'autres, évidemment, il y a intégrité, il y a tout ça, mais ces 4 mots qui commencent par H, les 4 H, je les aime bien. J'aime beaucoup le mot d'humour parce que la légèreté aussi, la légèreté est tellement importante, tellement importante. Aujourd'hui, il y a souvent des explications qui sont beaucoup trop fondamentales, trop casse-pieds, trop barbantes. Non, moi ce que j'aime, c'est faire certaines formes de légèreté. Enfin, pour moi, de spontanéité, indispensable. Ouais. Oui. Nelson, si un acteur devait jouer au cinéma votre propre rôle dans la vraie vie, qui choisiriez-vous? Ah, ça, c'est une question. Justement, j'essaierai de choisir quelqu'un qui est à la fois. Voilà, je vais vous citer un nom. Je vais vous citer Danny Boone. Parce que, outre la chevelure un peu frisée, mais c'est pas ça. Mais je trouve que c'est un acteur, réalisateur, scénariste. Il a beaucoup pour lui, ce garçon, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui a à la fois justement cette tendresse et cet humour. Voilà, je dirais lui. Bon, si je réfléchis, il y en a sûrement d'autres, mais je dirais Danny Boone. Ouais. Danny Boone. C'est pas mal comme choix. Pour quelle chose est-ce que vous ressentez le plus de gratitude dans la vie? À qui est-ce que vous avez envie de dire merci? L'héritage, je réponds même avant la fin de la question. L'héritage familial, l'héritage paternel et maternel. En ce qui me concerne, c'est vraiment mon père malgré tout, que j'ai perdu jeune, trop jeune d'ailleurs, qui m'a vraiment tout appris, quoi. Toute notre conversation là depuis quelques minutes est liée à ce que mon père m'a appris, le respect, le fair play, l'écoute, le sourire, l'humour, l'amour du sport, l'amour des gens, l'amour de la musique, l'amour de la littérature, de la poésie. Ce sont mes parents et en particulier mon père qui m'ont un peu tout appris. Donc voilà, pour répondre à votre question, sans aucun hésitation, l'héritage familial. Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Le sourire, parce qu'il ne coûte rien et il offre tout. Le sourire. C'est magnifique. Oui, mais c'est vrai, c'est le sourire. Voilà, je pas d'autres. Je pourrais partir dans des développements, mais non, voilà, le sourire. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie? Ah, écoutez, je ne sais pas si je suis l'héros de ma propre vie. Disons que j'aurais Vous êtes à la barre quand même. Ce que je souhaite. J'ai à peu près réussi ce que je souhaitais faire dans la vie. C'est vrai que la vocation de journaliste, j'aime bien le terme, ça va vous faire sans doute sourire, le terme de journaliste de plein air. Parce que c'est un peu ça. Oui, je savais que ça allait vous faire sourire. C'est un peu ça. Je veux dire, je suis la plupart du temps dehors. Là, j'étais jusqu'à hier, en fait, au championnat du monde d'athlétisme sur la côte nord-ouest des États-Unis, dans un stade magnifique à Eugene, dans l'Oregon. Tout ceci était en plein air. Voilà. Je crois qu'on
et moi qui suis là un peu en décalage horaire, et pas des moindres, 9 heures de décalage horaire, le fait d'être en plein air, on ne se rend pas compte du bonheur que c'est. Et moi, plus ça va, plus je m'en rends compte. Et d'ailleurs, c'est amusant, je ne regarde pratiquement jamais la météo. La météo, je ne la regarde jamais parce que je vais avoir, bon, évidemment, c'est sûr que s'il y a une tempête de neige, je vais me couvrir, mais je marche à peu près 10-12 km dans la rue chaque jour à Paris, chaque jour. 10-12 km, je prends très rarement les transports et donc je marche. Et c'est un bonheur, mais quand j'étais plus jeune, je ne réalisais pas cela. Et aujourd'hui, je le réalise et voilà, donc voilà, je suis un homme de plein air. Ouais. On respire à tous les sens du mot, physiquement, mais également psychologiquement. Voilà. C'est important pour vous d'être connecté à la nature, aux grands éléments? C'est plus qu'important. C'est plus qu'important. C'est déterminant. Je ne pourrais pas vivre sans. Alors, on est constitué d'eau, d'air, de feu, de Oui, terre. oui. Les 4 éléments nous constituent. Hein. Totalement. Et vous serez d'accord avec moi, Marc, pour dire que ces 4 éléments, on les ressent quand même beaucoup plus en plein air qu'à l'intérieur. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? La force d'âme, ce serait pour moi de vous répondre, en tout cas, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens comme si j'ai cette force, c'est de vous dire que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi. Voilà. En somme, aller vers les autres, le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez? Aller vers les autres est totalement indispensable à ma vie. Vous savez, là aussi, je vais faire un parallèle avec mon métier. Chacun d'entre nous a un parrain dans la profession. Chacun, non, tout le monde en a pas. Enfin, moi, la plupart d'entre nous ont un parrain dans la profession, un mentor, quelqu'un qui au début vous inspire. Et en ce qui concerne, non seulement m'a inspiré, mais également m'a beaucoup aidé. Alors, le nom que je vais vous citer, vous le connaissez par cœur, c'était Jacques Chancel. Oui. Jacques Chancel me disait toujours, pour réussir dans ce métier ou pour réussir dans la vie, parce que les rapports que j'avais avec lui étaient des rapports bien plus forts que des rapports professionnels, c'était des rapports humains. Alors ça va exactement correspondre, Marc, au thème de votre émission, en fait. Pour essayer de réussir dans ce métier, réussir dans la vie, il faut aimer les gens. Aimer les gens, ça veut dire, aimer les gens, ça veut dire aller vers les gens. Donc voilà, je pense que tout est dit. Ouais, la bonne réponse à votre question. Merci beaucoup, Nelson. Avec plaisir. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.